par le Centre de recherche d'économie créative de Centro, le siècle de Centro, voilà. Bonjour, soyez les bienvenus à ce dernier webinaire. C'est un cycle que nous avons commencé plusieurs années, de plusieurs semaines, il y a plusieurs semaines. Je suis Graciela Cracep et nous, coordinatrice du siècle, et nous sommes à la fin d'un projet avec l'ambassade du Canada, avec le Canadian Heritage, pour faire une cartographie des différents secteurs créatifs au Mexique et pour explorer les possibilités de collaboration pour des projets en commun avec les différents acteurs créatifs. Nous avons travaillé pour construire une recherche qui aura comme résultat final un rapport et qui a donné lieu aussi à ces conversations avec des experts dans les secteurs des médias interactifs, les médias audiovisuels, le design de mode, le design imprimé, le design graphique au graphisme. Et aujourd'hui, nous terminons justement ce cycle avec les arts de la scène. L'idée d'avoir ces conversations, c'est de nous adresser aux entreprises canadiennes et de leur donner un panorama général de ce qui se passe au Mexique et d'explorer de manière conjointe les opportunités qui existent. Il est important que vous sachiez que cette conversation aura lieu en français, en espagnol, mais il y aura une traduction simultanée vers l'anglais et vers le français. Et avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à Ernesto Miranda, qui est notre représentant aujourd'hui de la part de l'ambassade du Canada, qui va nous adresser quelques mots de clôture de ce cycle que nous avons traversé ensemble. Merci beaucoup, Ernesto, d'être là. Merci beaucoup à toi, Graciela. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un plaisir, comme le dit Graciela, d'arriver à un point à un point culminant d'un projet qui a commencé il y a plusieurs mois, presque un an, avec l'ambassade du Canada au Mexique et le Canadian Heritage. C'est un projet qui s'appelle Panorama Créatif, dont la fin ultime est de créer une intelligence du marché et d'ouvrir plus d'opportunités pour les entreprises canadiennes créatives au Mexique. Comme Graciela l'a bien dit, ce dernier webinaire, cette dernière session sera destinée aux arts de la scène. Et avec cela, nous terminons le cycle de conversations et de briefings qui apportent de manière vivante et dynamique une plus grande opportunité pour apprendre quelles sont les opportunités. Mais comme le disait Graciela aussi, prochainement, nous serons en train de lancer le rapport final où sont inclus tous les secteurs et où sont incluses toutes les réflexions qui émergeront d'aujourd'hui et de toutes les sessions que nous avons eues. Celle-ci est une des initiatives que nous lançons dans le service commercial de l'ambassade du Canada au Mexique, où nous sommes bien sûr à votre service. S'il vous plaît, si vous souhaitez connaître davantage l'écosystème créatif du Mexique et les opportunités que vous pourrez avoir comme investisseur, n'hésitez pas à nous contacter. Comme vous le savez, le Mexique a été touché, comme le monde entier, par la pandémie qui a été particulièrement dure pour les arts et surtout les arts de la scène. Nous commençons à voir au Mexique des signes de récupération du secteur économique créatif. Donc, nous espérons que pour 2022, nous pourrons revenir à une espèce de normalité qui nous permettra de continuer à consolider la présence canadienne dans le secteur créatif du Mexique. Donc, sans plus, merci Boris, Juan, Véronica, merci d'être là avec nous et merci d'être nos interlocuteurs avec les entreprises canadiennes. Je pense que votre expérience sera fondamentale pour pouvoir partager de vive voix ce que cela peut signifier que les collaborations, les coopérations créatives entre le Canada et le Mexique. Et tout particulièrement, merci à Graciela Cracep, à Andrea Moreno et à toute l'équipe de Moreno, de Centro. Ivan, merci. C'est un travail fructueux qui a été très dur. Le gouvernement du Canada n'aurait jamais réussi à faire tout ça sans vous. Donc, merci de nouveau et je vous laisse avec ces invités fabuleux de luxe que nous avons invités pour qu'ils nous parlent du
panorama créatif au Mexique dans les arts de la scène. Merci beaucoup, Ernesto. C'est moi qui vais euh, gérer la présentation et donc je vais vous montrer quels sont nos invités pour cette conversation. Et pour commencer, je vais vous présenter Fernanda Del Monte, qui est experte en narrative transmédiale, experte à Centro, et elle va nous donner un panorama des données statistiques qui font partie de ce rapport que nous mentionnons avec fréquence sur les arts de la scène au Mexique, et elle va guider la conversation avec tous nos invités. Sois la bienvenue, Fer. Je te cède la parole. Merci, Graciela. Bienvenue. Soyez tous les bienvenus à ce dernier webinaire de Panorama Créatif. Et pour commencer, comme le disait Ernesto, nous allons commencer à parler des arts performatifs. Dans ce moment particulier de l'histoire, dans la pandémie, c'est vraiment un thème important parce que nous avons commencé au Mexique à réfléchir à la manière de créer des ponts avec d'autres secteurs et avec d'autres pays. Donc, il me semble que d'approfondir dans les arts performatifs, dans ce dernier webinaire, ça va être très intéressant. Et nous avons des invités de luxe, Veronica Lopez, Boris Schumann et Juan Melia, à qui je vais céder bientôt la parole pour qu'ils puissent abonder dans la manière où se présente aujourd'hui le secteur des arts performatifs au Mexique. Nous allons approfondir dans le théâtre les arts du cirque, la danse et les spectacles transdisciplinaires. Ces 4 secteurs des arts de la scène seront le noyau de ce que nous discuterons aujourd'hui. Donc, pour commencer la conversation, nous allons parler de certains chiffres que Graciela va vous montrer. Graciela va s'occuper des diapositives. Nous savons que le Mexique est un pays très important, le 4e pays fournisseur de produits culturels pour le Canada. Disons que notre relation avec le Canada est une relation assez large. Ce sont 2 pays qui ont des échanges très forts dans les arts de la scène aussi. Nous sommes le 9e exportateur du monde dans le secteur créatif. Donc, il y a des produits mexicains qui vont vers le Canada. Dans le secteur des arts de la scène, le Mexique a une importante infrastructure dans les différentes villes. Dans la ville de Mexico, par exemple, nous savons qu'il y a 160 théâtres. Bon, mais laissez-moi vous parler du PIB. 3,1% du PIB est créé par le secteur culturel au niveau national. Et de ce secteur culturel, 5,6% est constitué par les arts de la scène, ce qui veut dire que l'industrie de l'art de la scène est un secteur important qui crée des emplois et qui a une grande production au niveau national. Et ce, pour toutes les disciplines, la danse, les spectacles en direct, tous les arts de la scène. Cette infrastructure est importante, l'infrastructure pour les arts de la scène est importante et présente dans tout le Mexique, mais il y a encore un petit peu de centralisme par rapport aux villes et par rapport au public qui vont au théâtre. Nous savons que 20% de la population mexicaine a assisté, disons, dans l'année qui avait précédé la pandémie, qui avait assisté au théâtre, 20%. Ce qui veut dire que nous avons encore une large possibilité d'amélioration pour augmenter le nombre de personnes qui iront au théâtre. Nous savons que les personnes qui vont voir les arts de la scène ont entre 20 et quelques et 30 et quelques. Les gens aiment bien aller voir l'opéra, le théâtre musical, les tragédies, les drames et la comédie. Ceci dans les arts de la scène et par rapport à la manière dont se positionne le secteur des arts de la scène mexicain. Ce qui est clair, c'est que le théâtre est un
une forte motivation pour que le public se déplace, mais nous savons que le secteur peut encore bientôt, bien sûr, se développer. Et on peut dire la même chose pour l'infrastructure. Il y a encore dans le pays une espèce de centralisme. On se centre sur la ville de Mexico et l'on pourrait développer davantage l'infrastructure dans le reste du pays. Au Mexique, il y a 164 théâtres, alors que Nuevo León, par exemple, n'a qu'à 30 théâtres, de même à Veracruz et à Jalisco et Puebla, il n'y en a que 29. Donc, ça vous donne une idée du secteur des arts de la scène au Mexique. Il faudrait également penser à la distribution des publics. Et pour ce faire, en 2020, le département de diffusion culturelle de l'Université nationale autonome du Mexique a fait une recherche quantitative et qualitative par rapport à la manière dont se présentent les publics ces dernières années. Cette recherche a porté sur 8780 personnes et la moitié de cette population, 48,7%, résidait dans la ville de Mexico et 51% dans le reste du pays. Et ceci est corrélé avec ce qu'on a vu sur l'infrastructure, c'est-à-dire qu'à Mexico, les gens sont plus habitués à aller au théâtre pour voir du théâtre, pour voir de la danse, pour voir des spectacles transdisciplinaires, alors que le reste du pays ne fait que l'autre 50%. Comme je le disais précédemment, dans les arts de la scène, il y a 23% de personnes qui vont au théâtre voir des comédies, du théâtre musical, de l'opéra. Et nous savons que l'une des grandes motivations ou l'un des secteurs qui attire le public, c'est les concerts. Et c'est pour cela qu'il me semblait qu'à un moment donné, j'aimerais bien parler des spectacles multidisciplinaires ce qui est relié au spectacle multidisciplinaire et le cirque. Et 11,3% assistent à la danse. Sur ces statistiques et ces études, j'aimerais inviter chacun de nos invités à nous partager son expérience et à nous raconter un petit peu quels sont les défis et les caractéristiques que vous voyez dans le secteur des arts de la scène au Mexique. Et pour commencer, j'aimerais inviter Juan Melia, qui est directeur de Teatro UNAM, pour qu'il nous parle, qu'il nous raconte et qu'il nous explique comment on peut élargir l'information quantitative relative au secteur, comment sont constitués les publics des arts de la scène, quel est le panorama général qu'on peut donner à l'audience canadienne sur les espaces où se présentent les projets ou les spectacles d'art de la scène internationaux au Mexique. Sois le bienvenu. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à Centro pour l'invitation. Merci Fernanda pour l'invitation. C'est un honneur d'être avec vous tous et de partager la réflexion avec Véronica et Boris. Par rapport à ce que Fernanda était en train de dire, je pense qu'il est important de mentionner qu'elle a cité 4 enquêtes différentes que je considère importantes et je pense qu'il faut pouvoir y accéder parce que cela permet d'avoir une approche très différente de ce qui se passe au Mexique. D'un côté, il y a le compte satellite de culture qui dit de manière globale l'impact économique qui touche le pays. La deuxième, c'est un appareil qui s'appelle SIC, qui est un appareil de recueil culturel qui appartient au ministère de Culture au niveau fédéral. Et le troisième, c'est une structure intéressante et peu connue, développée depuis l'INICI, l'Institut national de statistique, et qui est une étude sur la fréquentation des Mexicains aux activités culturelles. Et pour finir, il y a une dernière étude citée qui a trait
Bon, c'est un outil que nous avons développé à Cultura UNAM. Moi, j'y ai travaillé et cela a analysé la participation de la société mexicaine euh, dans les activités culturelles en plein milieu de la pandémie. Laissez-moi vous dire que le Mexique est un pays très culturel. La vie culturelle fait partie de notre vie quotidienne. Mais il y a parfois des difficultés pour trouver des partenaires et des complices au niveau international. Et je veux me centrer sur ces particularités. Je ne vais pas le faire uniquement depuis le domaine économique, même si au niveau international, on fête l'année internationale de l'économie créative pour le développement durable. Je, là, on parle uniquement d'économie, mais je crois que la culture et l'art ont d'autres dimensions, bien d'autres dimensions qui peuvent renforcer et consolider la collaboration et le contact entre nous tous. Et dans ce sens, un point fondamental pour les arts de la scène sont les espaces de scène. Le Mexique a de nombreux espaces de la scène, mais qui se trouvent dans moins de 200 villes de la ville. Il y a 2200 municipalités dans notre pays qui n'ont pas de théâtre. Ces 700 théâtres qui existent au Mexique, 70% sont publics et les autres sont indépendants ou privés, commerciaux. Ce qui les caractérise, c'est que seulement quelques-uns d'entre eux, quelques-uns parmi eux, programment quelque chose de propre, c'est-à-dire qu'en général, ils programment des pièces produites par des tiers. Et souvent, ils vivent de la location de l'espace à d'autres. Et parfois, ces espaces, ces locations ne sont pas utilisés pour des activités culturelles. Donc, mon premier conseil, c'est qu'il faut se trouver de bons partenaires. Et pour cela, je pense qu'il est très important que je vous raconte que dans notre société mexicaine, il y a une habitude importante d'assister aux activités culturelles. En 2019, 57% de la société avait assisté à des activités culturelles. Bien sûr, ça a baissé après à cause de la pandémie, mais ce que les Mexicains aiment aller voir, c'est des films, ils vont au cinéma, ils vont au concert, 57%, 25% au théâtre et 15% aux expositions. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le modèle mexicain est peu reconnaissable. Dans ce sens, je pense que ces activités nous aident énormément euh, pour commencer à le reconnaître, mais aussi pour écouter ces questions par rapport au modèle afin de créer des processus de traduction intéressants. Pour moi, il est important de commenter en premier lieu quelles sont nos faiblesses, selon moi. Tout d'abord, nous avons une production institutionnelle, publique, faible. Et nous utilisons peu la circulation des œuvres, aussi bien au niveau national qu'international. Nous sommes un pays qui vit vers l'intérieur pour toutes les questions artistiques. Et par ailleurs, nous avons des forces. Ces forces sont souvent méconnues. Par exemple, le théâtre dirigé par Boris Schumann, qui s'appelle La Chapelle, qui est un théâtre qui peut avoir une énorme puissance. Ce qui est très puissant au Mexique, c'est tous nos créateurs et créatrices vraiment spécialisés dans différents domaines. Nous avons des spécialistes non seulement pour la direction, pour la scénographie, etc. Mais en plus, nous avions des institutions vraiment spécialisées qui produisent des pièces, qui produisent des programmes, des projets et qui produisent des activités. Comment les reconnaître? Comment s'en approcher? La première chose, c'est de distinguer la manière dont on a travaillé entre le Canada et le Mexique. On dirait que nous n'avons priorisé que la participation dans des festivals internationaux ou dans des activités internationales spéciales que nous avons organisées de manière séparée, chacun des pays,
On a essayé de chercher à envoyer des pièces. On a essayé de se vendre des pièces mutuellement, mais on a oublié de créer des coproductions, d'inviter des spécialistes indépendants, de développer des processus de formation conjointe alors que le Mexique a plus de 30 universités qui ont des études de théâtre et de chorégraphie. Nous avons un travail de développement spécialisé dans les maisons éditoriales, dans les revues, des créateurs de très haut niveau dans les différents secteurs et nous avons de très bons centres de production, des festivals spécialisés, etc. Dans ce sens, voici ce que je voudrais dire pour ma deuxième intervention. Merci, Juan. Et donc, nous allons maintenant entendre Véronica Lopez, gestionnaire culturel, critique de théâtre, journaliste culturel. Véro, sois la bienvenue. Nous sommes très intéressés à connaître ta vision sur les caractéristiques du public de théâtre, de danse, de cirque, depuis ton point de vue à toi, ton lieu d'énonciation qui n'est pas la ville de Mexico. Il faut que peut-être que nos amis canadiens peuvent apprendre que les arts de la scène n'existent pas uniquement à Mexico. Quel type de spectacle canadien pourrait trouver un public au Mexique? Bonjour, merci pour l'invitation. Merci Fernanda, Ernesto, Graciela. Ce que je peux vous dire a justement trait à ma place, mon lieu d'énonciation et d'expérience, comme tu le mentionnes bien, Fernanda. Et je parle là de la ville de Guadalajara, Jalisco. C'est une ville qui a une vie culturelle, une offre culturelle très riche qui s'est consolidée avec le passage du temps. Ceux qui nous entendent et qui nous voient au Canada font partie du secteur culturel et peut-être qu'ils pourront trouver cette ville dans la carte parce que nous avons souvent eu des échanges artistiques et culturels avec le Canada. Pour répondre par rapport au type de public qui fait partie des arts de la scène, dans le cas de Guadalajara, c'est une ville universitaire où il y a bien sûr l'université publique qui est très forte, bien sûr, pour le développement culturel, non seulement de la région, et je crois que je peux parler même d'une importance au niveau national, mais en plus, il y a d'autres universités et d'autres domaines d'organisation collective de la part du secteur culturel qui ont été capables de créer des choses, des possibilités, des ponts d'échange. Le public des arts de la scène est tout particulièrement, et bon, qui inclut le cirque, est fondamentalement un public jeune, un public universitaire, fondamentalement. On a réussi à développer de la part du même secteur. C'est certainement un défi. Ça a été compliqué parce que les transitions au gouvernement, à la différence d'autres espaces, et concrètement dans la ville de Mexico, la plupart des espaces et des forums de présentation à Guadalajara appartiennent au secteur public. C'est-à-dire les théâtres et les espaces où l'on offre où l'on propose des spectacles de scène sont destinés, se produisent dans le secteur public, ce qui implique une manière d'organisation et de circulation assez particulière. Ceci, pour la fortune de la ville, bien, pour la fortune de la ville, nous pouvons dire que ceci s'est diversifié petit à petit. Il y a beaucoup d'espaces indépendants qui ont émergé ces 10 dernières années.
Et il y a des collectifs de cirque fondamentalement qui sont apparus. Guadalajara est une ville qui, ces 10 dernières années, a énormément misé sur la production de cirque, avec la réalisation et la création d'un festival comme Périple, un festival international qui a dû interrompre son édition 2020 pour des raisons évidentes, pour la pandémie. Mais ce festival s'est consolidé à Guadalajara parce qu'il y a plusieurs compagnies, plusieurs troupes comme Cirque Alebrije, le Cirque Dragon, qui commencent même à créer des écoles. Le cirque a été fondamental dans l'ouverture des espaces indépendants dans la ville. Par ailleurs, nous voudrions mentionner le festival culturel le plus important qui existe à Jalisco, dans le Jalisco, qui est le festival culturel du mois de mai, qui vient juste de terminer, avec une édition qui, bien sûr, a dû être particulière, hybride, et qui a misé surtout sur les arts plastiques, étant donné la situation dans laquelle on se trouve. Mais ce festival, justement, a créé des ponts très solides avec le Canada. Grâce à ce festival international, la province du Québec la province du Québec a été invitée à plusieurs reprises, invitée d'honneur, ainsi que le Canada au niveau national. Des compagnies de cirque et de théâtre se sont présentées depuis 20 ans. Le festival cette année a présenté son édition numéro 24 et ceci a créé des ponts importants dans le domaine du cirque, justement. La présence à Guadalajara de ce festival international a rendu possible la consolidation du cirque à Guadalajara et a rendu possible un festival comme Périplo, car les invités qui ont fait partie de la programmation de ce festival depuis ses origines a inclus la participation de ce festival comme un interlocuteur ou un intermédiaire qui a pu dialoguer de manière directe avec le Canada pour que des artistes de ce pays-là puissent se présenter, s'y présenter. Ce qui est encore en processus, en cours, c'est justement ce qui touche à la production. Je crois que le niveau de ce secteur qui est encore très jeune à Guadalajara est pourtant puissant, crée la possibilité de projets conjointes, donc des productions locales pourraient aller vers le Canada. Voilà quelle serait ma première lecture ou mon premier rapprochement. Quels types de productions peuvent être transnationalisées? Moi, depuis Guadalajara, je vois plus de possibilités au cirque, bien sûr, non seulement pour le niveau de travail, de production indépendante, des compagnies comme le Cirque Alebrije s'est même présenté à Paris. Ils ont gagné des concours internationaux avec différents spectacles. Mais en plus, je pense qu'ils ont un bon niveau pour la manière dont ils fonctionnent, pour leur langage de cirque. Et ils n'ont pas besoin de quelque chose qui serait très important dans les arts de la scène, et ce serait la traduction. Le langage du corps, qui est celui qui prévaut dans le cirque, est un langage humain et les formes discursives du cirque rendent possible ces ponts. Donc, je pense que le cirque et la musique sont des secteurs où, dans le cas particulier de Guadalajara, il y a déjà
un chemin qui a été parcouru qu'il est possible de consolider, me semble-t-il. Voilà quelle serait ma première intervention, Fernanda, et je te cède la parole. Merci beaucoup, Véro. Pour abonder dans ce que tu dis, je pense que dans ce sens, la danse, pour parler de pont narratif, bon, tu dis qu'il y a un langage du corps, parfois est suffisant et n'a pas besoin du langage de la parole et n'a pas besoin de traduction. Et donc, c'est un outil excellent. Juan Melia disait, il y a des ponts qui ne sont pas uniquement économiques. Et je pense que nous pouvons avoir des échanges esthétiques, de sensibilité et la possibilité d'envoyer des spectacles mexicains vers le Canada ou la possibilité de connaître la production canadienne qui est aussi très interdisciplinaire. Toutes ces productions interdisciplinaires pourraient trouver au Mexique certainement un public très intéressé. Non seulement, comme le dit Juan, pour consommer le produit du spectacle, mais aussi pour avoir un échange pédagogique et de formation. Et, par exemple, et donc nous allons continuer à abonder dans ces ponts poétiques, de narrative, de coproduction, de possibilités d'échange. Et pour ce faire, je voudrais inviter à prendre la parole Boris Schumann, directeur artistique du théâtre La Capilla La Chapelle et qui dirige aussi la semaine internationale de dramaturgie contemporaine. Il a une histoire très longue et c'est lui qui a ouvert la voie de collaboration entre le Mexique et le Canada ces dernières décennies. Boris, sois le bienvenu. Je vais te poser une question pour ouvrir la conversation. Comment tu définirais la relation réelle qui existe entre le Mexique et le Canada? Car la dramaturgie canadienne est connue et valorisée au Mexique et peut certainement s'élargir encore plus. Et dans la production de festivals et d'échanges comme des modèles publics et privés, comment créer cet échange et vers où pourrait s'orienter cette relation? Et comment pourrions-nous la développer? Bienvenue, Boris. Merci, Fernanda. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Et sur ce que tu me demandes, il y aurait 1000 choses à dire. C'est un peu difficile de savoir, de choisir ce qu'on va dire, mais je vais essayer de m'orienter à partir de ce que Juan et Véronica ont dit, parce que il me semble qu'ils ont déjà des éléments de réponse. Pour commencer, je vais contredire le fait que la musique, le cirque, la danse, c'est plus facile de les exporter parce que c'est vrai, dans le monde entier, on sait que lorsqu'il y a un langage visuel, c'est beaucoup plus facile de traverser la frontière. Et cependant, avec le Canada, je pense que c'est l'un des rares pays où le Mexique a un échange très fort. Au-delà des questions de la traduction, merci à VANF, au CEAD de Montréal, merci au Playwright Workshop de Montréal. Et grâce à beaucoup d'institutions, nous savons que le Canada mise énormément sur la traduction et dans ce cas, sur la traduction théâtrale, parce que le Canada est un pays qui vit entre deux langues et le Québec surtout cherche à favoriser et préserver le français. Ils veulent exporter le français parce qu'ils savent que c'est un bien culturel précieux et exportable. Chose qui nous manque au Mexique, parce que je pense que nous devrions en prendre conscience et nous devrions nous rendre compte que nous pouvons exporter nos dramaturges, nos metteurs en scène, nos acteurs, nos productions en général. Bien sûr, ce que dit Fernanda sur le multidisciplinaire, c'est quelque chose d'important. C'est attirant pour, bien sûr, et bien sûr, les spectacles canadiens au Mexique ont toujours un grand succès auprès du public. Mais je suis témoin du fait que la dramaturgie, le théâtre traduit peut tisser aussi beaucoup de ponts entre le Mexique et le Canada. Ce sont deux pays qui ont beaucoup d'affinités culturelles. Donc, quelque chose qui s'écrit au Mexique, et je l'ai vu, peut intéresser le public canadien, les Canadiens. Et quelque chose d'écrit au Canadien anglophone, au Canada anglophone ou francophone,
peut intéresser les gens de culture mexicaine et c'est notoire. Et parfois plus que quelque chose qui vient du cône sud ou d'Europe ou même des États-Unis. Ou parce que, en fin de compte, ici, nous reproduisons des grandes comédies musicales, mais parfois les échanges avec les États-Unis, ça ne va pas au-delà. Alors qu'avec le Canada, on développe des choses différentes parce que nous avons plus d'affinité, peut-être parce que nous ne sommes pas dominants au niveau économique. Et nous, nous pouvons tisser d'autres liens et créer d'autres ponts. Je suis témoin que la dramaturgie mexicaine a été traduite et exportée avec grand succès au Canada. Au Canada, il y a plus d'intérêt à s'ouvrir à d'autres choses. Le Canada est excellent bien sûr, pour s'exporter, pour les festivals qui s'organisent au Mexique cherchent à voir quelles pourraient être les pièces qui pourraient être présentées au Mexique parce que souvent on subventionne les voyages culturels, etc. Et bien sûr, nous devrions apprendre de cela. Bien sûr que le Canada a une culture de sponsorisation des arts de la scène. Et je pense que c'est ce qui nous manque au Mexique, développer une culture, développer une activité entrepreneuriale et une activité culturelle en même temps. Au Mexique, il y a beaucoup d'occasions pour le faire, mais il faut trouver les mécanismes économiques et financiers pour voir comment ça peut fonctionner entre un financement international qui puisse aider pour créer des théâtres indépendants, etc., qui consacrent leurs activités à une certaine relation entre le Mexique et le Canada. Comme moi, j'ai une maison éditoriale, j'ai pu me rendre compte que lorsqu'il y a une parution d'un texte canadien, j'ai pu voir que ces pièces vont à Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro, dans d'autres villes mexicaines, les villes fortes du théâtre au Mexique. Cela marche bien et ça permet de diffuser ces œuvres et ça permet qu'il y ait de plus en plus de production un peu partout dans le pays. Et pour terminer ma première intervention, bon, tu me posais des questions, Fernanda, sur les festivals. Bon, les festivals, c'est bien, ça permet de rencontrer des gens, mais c'est bien, mais les résidences, nous avons bénéficié de la résidence du Calque et je pense que c'est là que se tissent ces liens personnels avec les troupes, etc., parce que la permanence dans une ville, dans un lieu, permet de tisser des liens un peu plus profonds. Donc, plutôt que de donner de l'argent pour que les spectacles canadiens se présentent au Mexique, ce qui est important parce qu'il y a un programme du Conseil des arts pour soutenir les artistes à l'étranger, je pense que c'est surtout le fait de développer des résidences pourrait être quelque chose de très intéressant. Nous, on est déjà allé à Banff, à Montréal, à plein d'endroits pour traduire des œuvres, mais ce serait merveilleux de faire venir au Mexique des traducteurs de beaucoup d'endroits qui forment des gens à la traduction théâtrale, parce que ce qui est intéressant d'être au Mexique et de produire et créer au Mexique, c'est aussi quelque chose de très bon. C'est bon pendant l'hiver. Les Canadiens pourraient venir en vacances au Mexique, mais prendre des vacances créatives. Et je pense que cela serait des échanges véritablement fructueux. Je finis ici mon intervention. Merci, Boris. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par rapport au Canada, je disais à Graciela que justement, comme nous avons eu l'occasion d'aller écrire une pièce théâtrale à Montréal et comme nous l'avons présentée là-bas au public canadien, ce que j'ai eu envie de faire justement, c'est d'inviter les artistes canadiens à venir au Mexique pour partager leur forme de production et leur forme
de création. Une chose que j'ai pu vivre là-bas, c'est justement de pouvoir être présente quand les troupes montaient leurs pièces pour, euh, pour leur première. Et donc, un des points qui me semble très important, c'est les possibilités pédagogiques en termes de direction, de création poétique. Et une chose qui me paraissait très intéressante, c'était les questions scénographiques, c'est-à-dire les questions scénographiques d'utilisation de la scénographie qu'ont les théâtres au Canada. Et je sens qu'au Mexique, il y a un secteur qui est très intéressé, les scénographes, les, les costumiers, euh, beaucoup de professionnels qui seraient très intéressés par ce genre de choses. Ils seraient intéressés de manière plus holistique. Et donc, on pourrait également faire un échange et voir comment ces artistes créent depuis leur position particulière pour que les artistes mexicains puissent élargir leur regard quant aux différentes formes de création. Donc, voici, pour ouvrir ce deuxième bloc, je voudrais céder la parole à Juan Melia. Juan, j'ai ici quelques questions. Je ne sais pas si tu veux suivre les questions ou intervenir comme tu voudras, mais il y a une ligne, disons, une politique culturelle que tu aimerais, sur laquelle tu aimerais mettre l'accent concernant ces échanges possibles entre le Mexique et le Canada. Eh bien, merci Fernanda. Moi, je voudrais vous assurer en premier lieu que les arts de la scène mexicaine sont absolument préparés pour élargir les outils et la portée des échanges entre nos deux pays. Mais je voudrais vous laisser ici une phrase qui me semble très importante. Comment passer de l'accident à, à ce qui est constant? Je pense que parfois, nous avons eu plus des actions accidentelles plutôt qu'un processus stable de collaboration, de coproduction, etc. Et ceci malgré nos objectifs communs, nos soucis communs au niveau culturel et artistique. Je pense que ce qui nous unit, c'est la préoccupation pour le social, une préoccupation pour l'intégration des minorités que les deux pays défendent de manière très claire. Et ce qui nous distingue peut-être plus, c'est l'impulsion des nouvelles formes de création et l'impulsion des nouveaux styles des créateurs et des créatrices. Comme je le disais au début, nous ne pouvons élargir ceci que si nous prenons en compte que si nous repensons le concept de collaboration, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des festivals pour aller vers un autre type de développement. Je vais vous avouer que nous, au Mexique, on est des meilleurs collaborateurs que des acheteurs. Il y a 30 ans, au Mexique, il y a eu un grand soutien pour les festivals. On nous a vus comme un pays qui achetait, qui faisait venir des pièces. Mais ceci a changé tout au cours du temps. Maintenant, il y a de nouvelles manières de coopération artistique dans les arts de la scène. Et nous avons vu naître beaucoup de centres académiques, beaucoup de centres culturels. Et donc, maintenant, peut-être qu'il faudrait penser autrement. Quel est notre problème, à mon avis? Le manque de communication entre nous et le fait d'être soumis à un traité commercial qui n'a pris en considération que l'économique, où le culturel n'a pas constitué quelque chose de fondamental au-delà de la discussion sur les droits d'auteur. Cela nous a contraints à un modèle très différent de l'Union européenne parce que dans l'Union européenne, il y a des politiques spécifiques de travail et d'intégration pour le secteur culturel. Mais nous, ici, en Amérique du Nord, ça n'a pas fonctionné. Nous n'avons pas de politique d'intégration commune entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et cela nous affaiblit en tant que région. Il me semble que c'est très difficile
avec qui aujourd'hui, même si parmi vous, vous qui êtes ici, vous êtes des spécialistes, par exemple Alain Paré ou d'autres personnes qui connaissent le Mexique, mais franchement, il est difficile de citer 10 personnes ou institutions dans des blocs différents, la dramaturgie, les productions indépendantes, le costumier, etc. Euh, je pense qu'il faudrait créer un répertoire de tous pour pouvoir vous l'envoyer avec l'aide de Véronique, etc. Mais je pense que ce projet d'information est très important et nous devons nous obliger à faire ce pas. Moi, le premier, nous devons nous informer sur ce que nous pouvons faire avec vous dans les différents domaines. Pour abonder dans ce qu'a dit Boris, je pense que la dramaturgie est un champ extraordinaire où nous pouvons avoir beaucoup de coïncidences et nous avons également beaucoup d'artistes des effets sonores, des scénographes, des costumiers, etc. Et nous avons également des festivals, des laboratoires, des résidences, des activités académiques qui ont lieu au Mexique et qui parfois n'ont pas été visibilisés. On ne sait pas que cela se fait dans notre pays. Donc, dans le paquet d'informations, je voudrais intégrer cela pour que cela puisse vous être utile. Je te rends la parole, Fernanda. Merci, Juan. Avant de passer à l'intervention de Boris, je voudrais vous lire les commentaires que nous avons sur le chat. Soyla Sanchez dit « Bonjour à tous. Selon moi, il existe plusieurs exemples de coopération et d'échanges bilatéraux Mexique-Canada. En particulier, je connais ceux du Québec avec des résultats très importants pour les deux pays. Un exemple récent, c'est l'inauguration du Centre émergent des arts dans le Querétaro. Et je suis d'accord avec Boris, les réseaux qui ont surgi des résidences, cela a consolidé la relation entre les deux pays. Il faudrait favoriser les échanges entre les institutions d'éducation supérieure du Mexique et du Canada. Il faudrait plus d'échanges de collaboration et de coproduction. Il existe déjà des exemples de collaboration entre les universités du Québec et le Mexique, mais ce n'est pas suffisant. Donc, Boris, qu'est-ce que tu peux dire? Comment développer nos activités culturelles et artistiques à travers les entreprises? Eh bien, moi, je voudrais vous donner simplement quelques exemples qui me semblent intéressants. Peut-être pour les imiter, pour les développer, pour les favoriser. Il y a 20 ans, quand j'ai pris la direction artistique du théâtre La Capilla, au début, je cherchais partout comment faire pour faire vivre ce théâtre, parce que les théâtres indépendants n'ont pas de subvention de l'État ou autre, comme cela peut se passer au Canada, par exemple. Donc, il fallait chercher tous les soutiens possibles des institutions à travers des convocations, des appels d'offres, mais également, j'ai cherché le soutien privé et donc j'ai rencontré une personne de la Chambre du Québec, de la Chambre de commerce du Québec qui m'a présenté, qui est une personne de la banque Scotiabank, qui m'a dit qu'ils avaient des fonds pour soutenir les théâtres. Mais je n'ai pas donné suite. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué au Mexique à donner suite à ce genre de relations commerciales. Par manque de temps, mais aussi par manque d'habitude. Et il faudrait voir comment inventer des choses pour le bénéfice des deux pays. Il faudrait connaître les nécessités qui existent des deux côtés et ensuite essayer de créer des ponts pour cela. Bien sûr, les résidences sont importantes pour créer des relations, créer des projets petit à petit. Les festivals aussi, bien sûr, à partir de l'invitation à un festival de théâtre pour les jeunes et les enfants, où j'ai pu présenter une pièce mexicaine de Maribel Carrasco. C'est là qu'il y a eu
une invitation pour aller à Montréal. Donc, on a beaucoup développé les invitations de théâtre pour les jeunes et pour les enfants. Euh, Nous avons les gens de la Capilla, pardon, il y a une compagnie qui a travaillé avec Vancouver, nous avec Montréal. Nous avons fait venir des gens de Toronto et chaque fois qu'on fait des échanges, les gens sont émerveillés des possibilités culturelles qui existent au Mexique. C'est un terrain qui est encore très jeune, très frais et l'on peut encore faire beaucoup de choses. Il me semble que c'est ça qui est le plus important. Effectivement, la dramaturgie s'est énormément développée. Il y a des ponts, des publications dans les deux pays de dramaturgie, surtout ici au Mexique. Nous avons pu traduire du théâtre canadien vers l'espagnol, mais depuis un certain temps, je pense que le Canada essaye de faire venir les textes pour pouvoir diversifier un peu les productions que l'on montre là-bas. Et c'est important parce que c'est un pays exportateur qui commence à importer et à reconnaître l'importance de l'échange. Nous sommes un pays un, un importeur ou importateur, mais nous n'avons pas des fonds pour sortir du Mexique. Donc, les coproductions peuvent nous être utiles. Comme dit Juan, nous avons au Mexique beaucoup d'artistes créatifs très forts dans différents domaines qui peuvent euh, enrichir le monde entier. De même, nous cherchons à faire venir des dramaturges, des metteurs en scène, des acteurs, et chaque fois qu'ils viennent, bien sûr, c'est un événement important et ils sèment des graines qui ensuite peuvent continuer à se développer. Merci beaucoup, Boris. Le temps s'épuise, donc je pense qu'on va terminer avec la dernière intervention de Véronica. Véro, selon ton expérience, pour toi, comment est-ce qu'on peut ouvrir les regards? C'est-à-dire que, enfin, comment faire pour commencer à élargir les regards pour la gestion culturelle, pour l'échange culturel entre le Canada et le Mexique par rapport aux arts de la scène? Eh bien, je crois qu'il faudrait créer des ponts plus directs, comme Juan le disait. Il faudrait créer ce répertoire dont il a parlé avec les noms des artistes. À Guadalajara, nous fonctionnons beaucoup à travers l'État et cependant, les collectifs scéniques de tous les domaines, du cirque, du théâtre, ont la capacité et la qualité créative pour établir un dialogue direct avec des agents qui peuvent les aider à la diffusion de leur travail, à son internationalisation. Donc, je considère qu'il ne faut pas dépendre autant de l'interlocution officielle ou institutionnelle qui peut avoir lieu presque toujours à partir des ministères de culture, aussi bien au niveau fédéral que régional ou municipal, ou même avec la participation d'institutions telles que les universités. Évidemment que c'est bien que ça existe, que c'est nécessaire. Nous sommes heureux que ces institutions sont de plus en plus solides, mais il faudrait créer aussi la possibilité d'un dialogue absolument direct entre les troupes de danse, de théâtre, de cirque, entre autres, qui fonctionnent, qui sont actives, qui proposent pour, pour créer des possibilités de circuits, de formes de travail conjointes, de coproduction, de collaboration, allant au-delà de la de l'achat et de la vente de spectacles, allant vers toute une forme de circulation et de dialogue qui puisse établir cette forme de rencontre. Voilà quelle serait ma réponse, Fernanda. Graciela, veux-tu
faire la clôture, il y a un commentaire de David. Nous voulons plaider pour un système qui adopte comme faisant partie de la fonction publique un système organisé d'échange pour créer une fusion entre l'initiative privée, les universités, les académies et les politiques publiques, créer des produits démocratiques où puissent tenir la plupart des artistes et des publics sous le parapluie des arts. Eh bien, comme disait Fer, le temps a volé. Une heure est totalement insuffisante. Il y avait tant de choses à dire, tant de choses à partager avec notre audience canadienne pour explorer des formes de collaboration. J'aimerais que tout le monde allume sa caméra pour m'accompagner dans cette rencontre officielle. Mais merci à tous ceux qui se sont connectés et merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de ce cycle qui a commencé depuis le mois de mars et qui est devenu quasiment une habitude. Espérons que cette collaboration avec l'Université Centro, avec le Centre de recherche en économie créative, se consolidera. Ça a été une expérience très intéressante et essentielle pour le siècle sous ma coordination. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut apporter pour la systématisation de l'information autour des acteurs, des acteurs créatifs. Ça a été important. Il y a des fenêtres d'opportunité. Nous devons comprendre quelle est notre situation dans les différents secteurs et comment pouvons-nous faire pour élargir nos relations globales en suivant l'exemple du Canada. Merci à l'ambassade du Canada, merci à Canadian Heritage. Attendez notre rapport. Le rapport va être trilingue. Il va y avoir une édition en anglais, en français, en espagnol. La distribution va être à travers l'ambassade et on va trouver un link. Ça va être un projet interactif où vous pourrez accéder justement aux enregistrements de ces webinaires. Donc, toutes les trouvailles et toutes les insights que nous avons obtenus vont être à la portée de tous. Voilà, le temps s'est terminé. Excellente journée. Merci à nos invités, aux experts de Centro et aux experts externes qui ont participé dans ce grand projet. Merci à tout le monde. Au revoir. À travers son ambassade du Mexique, le gouvernement du Canada a choisi Centro pour développer une cartographie de l'écosystème créatif national. Nous cherchons à établir des liens avec les principaux acteurs du graphisme, du design éditorial, du design de mode et des textiles, des médias interactifs, des médias audiovisuels, des arts de la scène. Et nous voulons promouvoir des synergies et explorer les opportunités d'investissement des Canadiens au Mexique. Le projet sera coordonné par Centro et le Centre de recherche en économie créative, le CIEC.